Donc, bienvenue au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas une discussion, mais plutôt une analyse d'un livre que j'ai lu récemment, que je voulais partager avec vous. Si vous avez écouté les dernières discussions que j'ai eues avec Jonathan Léveillé sur ces fameux épisodes qu'on sort le jeudi, j'ai parlé plusieurs fois du livre de Elon Musk, comme quoi que c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire dans les 5 dernières années même. Et je n'ai pas terminé ce livre, mais si vous écoutez ce podcast en format vidéo, vous verrez un peu le livre que je vous présente à l'écran au moment où on se parle. Un livre qui est totalement exceptionnel, que je recommande à beaucoup de gens qui nous écoutent et que j'ai décidé de vous résumer concernant la première partie, parce que je suis environ au milieu du livre au moment où on se parle et déjà 50% du livre est meilleur que beaucoup des livres que j'ai lus dans le passé. Ça vous démontre à quel point c'est un bouquin assez hors du commun. Peut-être un peu de contexte sur l'auteur du livre. Donc, on parle ici de Walter Isaacson. Walter Isaacson, pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est l'auteur derrière la fameuse biographie de Steve Jobs qui est sortie quelques mois après sa mort. Une biographie, encore une fois, que je recommande, qui est assez exceptionnelle. Walter Isaacson a fait énormément d'ouvrages dans sa vie également sur d'autres personnes qui ont marqué l'histoire. Donc, il en a fait un sur Einstein, il en a fait un, si ma mémoire est bonne, sur Leonardo da Vinci également. Maintenant, il le fait sur Elon Musk. Donc, je recommande clairement ces différents ouvrages. J'en ai lu quelques-uns jusqu'à maintenant. On revient maintenant au livre de Elon Musk, qui est littéralement une brique, le livre. Là. On parle d'un total de littéralement, je vous dis le nombre de pages à l'instant, on était aux alentours de 650 pages. C'est pour vous dire à quel point c'est un livre avec énormément de contenu et qui est très, très bien fait parce qu'il est segmenté par plusieurs petits chapitres. Donc, on ne se perd pas dans un long chapitre qui ne finit plus. Et chaque petit chapitre représente des périodes de sa vie, que ce soit son arrivée au Canada, que ses différentes histoires amoureuses ou le lancement de ses entreprises. Bref, ce sont des courts chapitres de 5 à 10 pages maximum qui représentent une certaine période de sa vie. Bien entendu, tout ça est fait dans un ordre chronologique. Donc, c'est assez exceptionnel. Laissez-moi vous parler du premier 50% du livre qui a beaucoup marqué mon imaginaire et qui, je l'espère, en vous faisant cette recommandation, vous allez vous déplacer et acheter ce livre ou peut-être vous l'achèterez en ligne et vous l'aurez chez vous assez rapidement. Laissez-moi vous expliquer certains points qui ont marqué mon imaginaire. De un, l'enfance. L'enfance de Elon Musk, c'est très important de comprendre que Elon Musk a eu une enfance, comme beaucoup de gens qui ont marqué l'histoire, assez tumultueuse. Très rapidement, ses parents se sont divorcés et il a pris la décision de vivre avec son père et ça a été une décision qu'il a regrettée pendant une bonne partie de sa vie, qu'il doit regretter même encore aujourd'hui. Une relation très difficile avec son père. Il y avait énormément de violence, surtout de la violence psychologique, où est-ce qu'il était continuellement rabaissé. Il se faisait, pardonnez-moi le terme que je vais utiliser, engueulé continuellement par son père, même qu'à un certain moment, on voit dans le livre qu'il revenait de l'école et qu'il s'était fait battre par d'autres élèves à l'école. Et par la suite, quand il revenait chez lui, le père de Elon Musk, encore une fois, l'engueulait à cause qu'il s'était fait battre pour lui dire qu'il n'était pas assez fort, qu'il devait se défendre, que c'était de sa faute. Bref, il s'est fait vraiment remettre à sa place plus d'une fois par son père et ça l'a marqué. Ça l'a marqué toute sa vie. Et plusieurs fois, on voit dans le livre Walter Isaacson qui fait des références entre son enfance, comment que son père était, comment que Elon Musk est aujourd'hui. Et on peut voir que dans ses actions aujourd'hui, Elon Musk avec ses employés ou même dans ses relations amoureuses, on sent un peu cette violence psychologique qu'il a pu avoir via son père quand il était jeune et ça se ressent dans sa personnalité aujourd'hui. Donc, très rapidement, qu'est-ce qui se déroule avec Elon Musk? Eh bien, il veut quitter son pays natal. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, Elon Musk vient de l'Afrique du Sud et il a passé son enfance là-bas et très rapidement, il veut quitter. Il veut quitter où? Il veut quitter et s'en venir en Amérique du Nord et il débarque au Canada, plus précisément à Montréal même. Donc, il arrive au Canada et il fait plusieurs années. Il passe du temps dans l'Ouest canadien, chez sa tante, si ma mémoire est bonne. Passe un peu de temps ici, va à l'école même au final en Ontario. Il va faire quelques années là-bas et c'est là qu'il va rencontrer d'ailleurs sa première femme, Justine, avec qui plus tard il va avoir quelques enfants. Il déménage finalement aux États-Unis, va faire ses études à l'université de Penn en Pennsylvanie
Et tranquillement, l'amour américain, l'amour des États-Unis euh, devient un petit peu assez prédominant chez lui. Et on va le voir euh, tenter une aventure, sa première aventure en affaires dans l'ouest des États-Unis, en Californie plus précisément, dans la Silicon Valley, où est-ce que beaucoup d'entrepreneurs technologiques vont se retrouver. Et c'est à ce moment-là qu'avec son frère, il décide de lancer sa première entreprise, Zip2, qu'ils ont lancé dans le début des années 90. Et ça, c'est assez exceptionnel parce qu'on voit la relation en ce moment-là entre Elon Musk et son frère Kimball. Et leur relation est assez spéciale. Ils vont très souvent se battre ensemble. Ils vont travailler de longues heures au bureau pour bâtir leur premier logiciel. Et finalement, Zip2 a été le premier vraiment succès qu'a mis Elon Musk sur la map. L'entreprise, au final, a été vendue plus de 200 millions, si ma mémoire est bonne. Et Elon Musk est devenu multimillionnaire après ça. Donc, ça a été son premier vraiment coup de circuit. Fin des années 90, il vend l'entreprise. Je pense qu'il met à peu près à ce moment-là une vingtaine de millions de dollars dans ses poches, devient multimillionnaire et il aurait pu se reposer. Il aurait pu se reposer, mais non. À ce moment-là, Elon Musk aime, et ça vous allez le voir tellement souvent dans le livre, aime remettre tous ses jetons sur la table. Littéralement, il est accro au risque. Ça, c'est quelque chose qu'on lit, qu'on voit tellement de fois dans le livre. Il est accro au risque, même qu'il y a une anecdote que Walter Isaacson sort à un certain point où est-ce que Elon Musk est dans une soirée et beaucoup de gens jouent au poker ou au blackjack. Je ne me rappelle pas exactement quel était le jeu. Je pense que c'était le poker. Et dès qu'Elon Musk arrive à la table, la première chose qu'il fait, il se met all-in, donc il se met tapis. Une première fois, il perd tout. Il se met tapis une deuxième fois, il perd tout. Il se met au tapis troisième fois, il perd tout. Puis ultimement, il va gagner en se mettant all-in, en prouvant que si on prend des risques, ultimement, on va gagner. Bref, je ne sais pas si ça ça l'a vraiment aidé cette soirée-là, mais ça démontre un petit peu le personnage qui est toujours en train de tout risquer ce qu'il a précédemment gagné. Et on le voit encore aujourd'hui avec le récent achat qu'il a fait de Twitter. Donc ça, c'est simplement des anecdotes comme ça. Il y en a plein dans le livre. C'est totalement exceptionnel. Mais bon, ça montre un petit peu la dynamique de l'individu. Il vend l'entreprise et qu'est-ce qu'il veut faire par la suite? Il veut se lancer un petit peu dans le marché financier. Donc c'est là que se crée un petit peu le lancement de PayPal. PayPal n'est pas le nom de l'organisation à la base. L'organisation s'appelle X. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. X aujourd'hui qui est le nouveau nom de Twitter. Il commence à lancer l'entreprise. L'objectif vraiment, c'est de transformer les services financiers avec l'aide de l'Internet. Il bâtit une organisation assez forte. Ils prennent beaucoup de parts de marché, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a un compétiteur qui s'intègre également dans tout ça, qui s'appelle Confinity, qui est mené par Peter Thiel et Max Levchin. Plus tard, d'autres joueurs se sont intégrés comme David Sachs et c'est là que s'est créé un petit peu ce qu'on appelle la PayPal Mafia aujourd'hui, donc la mafia PayPal. Et finalement, les deux joueurs compétitionnent pour beaucoup de parts de marché. Les deux sont des joueurs assez colossaux. Et à un certain point, ils font une rencontre ensemble, Elon Musk et le camp de Peter Thiel, et ils discutent de se dire, est-ce qu'on va continuer à continuellement compétitionner l'un l'autre ou ce serait peut-être pas intéressant peut-être de joindre nos forces. Et encore une fois, il y a des anecdotes dans le livre qui montrent comment se sont faites les négociations. On voit qu'Elon Musk est assez dur en affaires. Il expliquait qu'il voulait une plus grande partie de l'organisation, qu'il voulait tout contrôler. Bref, au final, la transaction s'est faite. X et Confinity ont joint, sont littéralement devenus une organisation, donc une transaction qui s'est faite. Et finalement, ils ont décidé de renommer l'entreprise PayPal. Et à ce moment-là, Elon Musk devient président directeur général, CEO de l'organisation. Et il y a beaucoup de gens qui, encore une fois, admirent Elon Musk, mais il devient, encore une fois, un leader très controversé, ce qu'il était également chez Zip2. Et tellement controversé qu'on se pose des questions même à savoir s'il devrait rester le leader dans l'organisation. Et à un certain moment donné, il part en vacances et ça lui arrive pas tellement souvent. Vous allez voir, il y a une anecdote assez drôle qui sort par la suite. Il part en vacances avec sa femme, Justine, et quand il débarque dans le pays où est-ce qu'il allait en vacances,
si je me rappelle pas, je crois que c'est en Australie, mais ça sera contre-vérifié ici. Il reçoit un email comme quoi qu'il a été démis de ses fonctions de CEO de PayPal. Donc, le board et les gens à l'intérieur de l'organisation ont décidé qu'il n'était plus la personne qui pouvait amener PayPal à réussir un succès phénoménal comme il pouvait l'imaginer à l'époque. Donc, Elon Musk, hors de lui, termine ses vacances, revient aux États-Unis, a des discussions, essaye de ramener l'équipe derrière son leadership, de dire qu'il est la personne de la situation, mais rien n'y fait. On le congédie et c'est Peter Thiel qui reprend la direction de l'organisation à court terme. Finalement, ils ont changé un petit peu la structure. Et bon, on pourrait dire que ça a été une bonne décision parce que l'entreprise PayPal a finalement été achetée par eBay, 1,5 milliard, juste après l'éclatement de la bulle technologique au début des années 2000. Fait intéressant à mentionner ici, à ce moment-là, Elon Musk ne voulait pas vendre l'organisation. Il avait une vision beaucoup plus globale de ce qu'il voulait atteindre. Il pensait que clairement PayPal pouvait révolutionner l'industrie et devenir une organisation qui vaut des centaines et des centaines de milliards de dollars. Force est d'admettre qu'il n'avait pas tort parce que si on regarde le cours de l'action de PayPal aujourd'hui depuis l'achat de eBay, l'entreprise se transige à une capitalisation boursière de plus de 90 milliards de dollars et pendant l'année 2021, l'entreprise avait même atteint une valorisation de plus de 200 milliards de dollars. Donc, force est d'admettre qu'il n'avait pas tort. Mais bref, en vendant l'organisation 1,5 milliard à eBay, Elon Musk ressort avec environ 120 millions de dollars dans ses poches. Donc, c'est une belle transaction encore une fois. Et on se rappelle, quelques années plus tôt, il avait vendu l'organisation Zip2 pour plusieurs centaines de millions également. Donc, il se retrouve avec 120 millions de dollars en ses poches et on s'en rappelle, c'est un joueur qui aime prendre des risques. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de réflexions qui lui passent par la tête. Il veut révolutionner plusieurs choses. Il pense à l'énergie renouvelable. Il pense à vouloir aller sur la Lune, littéralement démocratiser les voyages dans l'espace. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit, parfait, je vais vouloir révolutionner un petit peu comment fonctionne l'industrie spatiale. Et à ce moment-là, il décide de se lancer et de lancer l'organisation SpaceX, qui veut dire Space Exploration. Et il se rend en Russie pour acheter des premières roquettes, pour acheter des premiers objets qui vont pouvoir l'aider à bâtir son entreprise. À ce moment-là, il y a plusieurs révélations qu'il va se faire à lui-même, comme quoi que la manière dont tout ça est mis en place ne fait aucun sens. Il devrait restructurer un petit peu la structure, les coûts, que tout ça doit être mis en place. Donc, il lance SpaceX finalement en revenant aux États-Unis. Et quelques années plus tard, c'est assez exceptionnel parce que pendant qu'il essaie de faire en sorte que SpaceX, prend de l'ampleur, il rencontre quelqu'un qui lui lance l'idée d'investir dans une entreprise de voitures électriques. Et cette même personne-là, finalement, son projet n'aboutira pas, mais l'introduit à une autre personne qui, lui, sera la personne qui va finalement lancer Tesla avec Elon Musk. Donc, en l'espace de quelques années, il se retrouve avec SpaceX en 2002 et Tesla en 2004, deux organisations qui finalement vont devenir, comme on le sait aujourd'hui, les organisations primaires de Elon Musk. Et il va investir beaucoup de son argent pour les lancer et pour faire en sorte qu'elles soient capables de devenir des organisations qui vont être productives et qui vont générer des ventes et qui vont surtout changer le monde avec des visions excessivement puissantes. Et c'est un point qui revient également dans le livre qui est assez intéressant, qu'on dit que la force de Elon Musk, et c'est Max Levchin de PayPal qui disait ça, la force de Elon Musk est de créer des missions d'entreprise qui littéralement viennent de Dieu. Donc, avec SpaceX, Elon Musk veut rendre la civilisation, ce qu'on appelle multiplanetary, donc multiplanétaire, être dans plusieurs différentes planètes. Et bien entendu, avec Tesla, il veut accélérer la transformation vers l'énergie renouvelable. Donc, on s'entend, c'est des missions avec énormément, on pourrait dire, d'inspiration pour les gens qui vont travailler dans ces mêmes organisations-là. Quelques points intéressants qui ont capté mon attention clairement pendant ces premières années avec SpaceX et Tesla. C'était beaucoup de chaos. Énormément de chaos. Vous verriez dans le livre les chaos qui se déroulent avec les associés. Il y a vraiment des guerres à l'interne. Au départ, Elon Musk n'était pas réellement en charge de l'organisation, c'est-à-dire qu'il investissait
de l'argent, il mettait un petit peu de temps pour brainstormer avec les équipes en interne, mais il y avait quelqu'un qui s'occupait de la direction de l'entreprise. Et cette même personne-là, qui était le fondateur, s'en allait tout droit dans le mur, c'est-à-dire que la voiture qu'il voulait construire était beaucoup plus coûteuse. Il y avait beaucoup de travail qui se faisait avec des joueurs à l'externe, donc des prestataires externes. Très peu la structure était internalisée et ça l'a poussé ultimement Elon Musk à devoir se dire si on veut garder l'entreprise en ligne, je vais devoir m'investir davantage. Et c'est à peu près aux alentours des années 2007 qu'il a dû prendre vraiment la direction de l'entreprise. Et à ce moment-là, c'est là qu'il a vraiment voulu tout internaliser, ce qu'elle allait se faire à l'intérieur de l'entreprise Tesla. Et à ce moment-là également, il y a ce qu'on peut voir comme les premiers lancements des rockets de SpaceX dans l'espace. Donc bref, à ce moment-là, 2007-2008, ça devient assez croustillant, l'histoire de Elon Musk. Et tout ça, je vais vous réserver ça dans un prochain podcast où je vais décortiquer les autres parties du livre. Donc, je pense qu'au lieu de faire ça en 2 épisodes, on va le faire en 3. Mais je vous le dis, si vous n'avez pas lu ce livre, allez l'acheter le plus rapidement possible. C'est assez exceptionnel ce qui se retrouve à l'intérieur. Donc, sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance où est-ce qu'on vous expliquera d'autres histoires avec le livre de Elon Musk, bien entendu, mais on va continuer également avec nos épisodes du lundi et nos épisodes du jeudi avec Jonathan et Simon Plante. Bonne journée à tous!